Bonjour à tous. Donc, je vais conclure cet après-midi en vous parlant de recherches un peu plus récentes, donc ce qu'on appelle l'échantillonnage compressé. Et en fait, c'est à la fois une façon de vous montrer que la théorie de Shannon elle est bien vivante, qu'il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent donc, sur la théorie de l'information, sur le signal, l'image, la vidéo, etc., etc. Vous avez eu un peu un panel aujourd'hui. Également, essayer de faire un peu une union de ce qu'on vous a déjà présenté, donc les 3 derniers exposés, reprendre toutes ces idées et faire émerger une idée récente qui date essentiellement d'il y a une dizaine d'années. C'est un mathématicien français et ses collaborateurs qui s'appelle Emmanuel Candès, qui a inventé donc, ce qu'on appelle l'échantillonnage compressé. Donc, comme le nom l'indique, l'idée c'est de faire la fusion entre l'échantillonnage, donc le premier exposé, et la compression, c'est de le faire en même temps, pour entre autres gagner en temps, gagner en efficacité. Et il y aura aussi un petit peu une notion, peut-être pas de code correcteur, mais on pourra avoir aussi une méthode qui est résistante en certain sens aux erreurs. Donc on présenterait aussi un petit peu des idées qui sont reliées au 3e exposé. Voilà. Donc d'abord, je vais repartir un peu du modèle de Shannon classique, donc les 2 premiers exposés. Qu'est-ce qu'on fait quand on a donc ici une image qu'on veut stocker ou envoyer? Donc la première étape présentée par Caroline, c'était l'échantillonnage avec un capteur. Donc on a une scène qu'on observe, on prend une photo. Voilà. Donc là, j'ai marqué lena.bmp. BMP, c'est bitmap. C'est, disons, le format non compressé. Vous connaissez peut-être sur votre ordinateur, quand vous avez un point BNP, c'est que ce n'est pas compressé. Donc si on fait un zoom, on voit tous les pixels et ils sont enregistrés un par un. Donc la taille du fichier, elle est maximum. Et ensuite, le 2e exposé de Jalal, en fait, vous a présenté la théorie de la compression, les méthodes de compression. Et donc là, on va obtenir un nouveau format de fichier, donc une suite de 0 et de 1 qu'on enregistre dans un autre fichier. Là, je l'ai appelé lena.jpeg, puisque le format JPEG, c'est le plus connu, un format de compression avec perte, et on va gagner beaucoup en place mémoire. Et donc, la question qu'on peut se poser, donc, si on reprend un peu le théorème qu'avait énoncé Caroline, donc c'est pas vraiment un théorème, là je le mets un peu avec des guillemets, l'idée c'est que ce que vous a dit Caroline, c'est quand il y a des hautes fréquences dans le signal, il faut échantillonner beaucoup. Alors sur l'image, intuitivement, un signal qui n'aurait pas de haute fréquence, c'est un signal qui serait très très lisse. Un signal qui serait très très lisse. À ce moment-là, si on a un signal très lisse où il n'y a pas beaucoup d'informations, pas de petits détails, eh bien, ce que vous a dit Caroline, c'est qu'on peut prendre n, le nombre de pixels petit. Pas besoin de le prendre très grand. Au contraire, si on a beaucoup de détails dans l'image, des petits détails, on peut penser au froufrou sur le chapeau, aux détails des yeux, de la pupille, etc. Donc il y a beaucoup de tout petits détails. Bien entendu, il faut beaucoup plus de pixels. Si vous prenez une photo d'un objet très compliqué, un arbre avec des feuilles et tout ça, il faut prendre n très grand. Donc, le problème, c'est qu'en pratique, une image qui serait très lisse, qui n'aurait que des basses fréquences, elle serait comme ça, il n'y a pas beaucoup d'informations. Et malheureusement, la plupart des images qui vous nous intéressez de la vie de tous les jours, elles ont beaucoup de détails, beaucoup de hautes fréquences. Donc il faut quoi qu'il arrive prendre un n très très grand. Et du coup, on se dit c'est un peu dommage parce que, vous voyez, cette première étape, elle va consommer beaucoup de temps, beaucoup d'espace mémoire, à prendre énormément de pixels. Et finalement, avec les techniques que nous ont proposées, comme a détaillé Jalal, par exemple le JPEG, on va tout recompresser à la fin. Donc on a besoin de prendre énormément de pixels, énormément d'informations, pour au final arriver avec des algorithmes intelligents à tout stocker de façon très réduite, de façon efficace. Donc la question qu'on peut se poser, la question que s'est posée Emmanuel Candès, c'est est-ce que finalement on ne peut pas faire tout en même temps? Passer directement du monde qui nous entoure à un format compressé. Déjà, on se dit c'est intelligent, on va faire 2 étapes, avec une étape qui va demander beaucoup de place mémoire, on va pouvoir le faire directement. En plus, peut-être qu'on peut gagner du temps, ce sera plus rapide. Et puis, il y a même des applications, on peut penser pas un appareil photo, mais par exemple un scanner en imagerie médicale, où on aura des radiations nucléaires. Si on gagne du temps, ça va réduire l'exposition aux rayons. Et du coup, c'est aussi intéressant en façon pratique pour de l'imagerie médicale, par exemple. Donc, on va gagner un peu sur tous les tableaux. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas une chose évidente, parce que déjà, la théorie de Shannon, elle nous dit, si vous échantillonnez en prenant des points un par un, vous n'y arriverez jamais. C'est vraiment un théorème de Shannon. Donc du coup, cette théorie du compress sensing, elle a demandé à tout repenser depuis le début. Il a fallu repenser l'échantillonnage, il a fallu repenser la compression et également la décompression. Donc du coup, pour quelque part aller plus loin que Shannon, pas lui faire mentir, le théorème de Shannon est toujours vrai, il faut tout repenser depuis le début. Et donc c'est ce que je vais vous proposer de faire à travers un prototype qui maintenant commence à vraiment être construit, qui a été développé donc un peu après la théorie. Donc la théorie, ça date d'il y a 10 ans, essentiellement de 2006, et le prototype, il a été construit aux alentours de 2008.
par des chercheurs à Rice University qui depuis ont créé une compagnie pour le commercialiser. Donc je vais essayer de vous le décrire. Donc l'idée c'est ce qu'ils appellent un appareil photo à pixel unique. Alors c'est un peu triché, c'est pas vraiment pixel unique, c'est plutôt capteur unique. Vous verrez que c'est un appareil photo complètement différent où il n'y a plus qu'un seul capteur. Alors comment est-ce qu'il fonctionne? Je vais vous le décrire. Donc ça c'est un schéma. Voilà. Ça c'est le dispositif original, donc sur un banc optique. Et maintenant ils arrivent tout ça à le mettre dans des petites boîtes. Donc il y a eu beaucoup de travail depuis pour faire une compagnie qui puisse vraiment vendre des choses compactes. Mais là c'était les premières expériences. Et donc comment ça va fonctionner? Donc vous avez toujours la scène que vous voulez prendre en photo. Donc, au lieu de prendre l'ENA, là j'ai juste pris une image de la lettre R qu'on veut prendre en photo. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Donc, comme un appareil photo traditionnel, on va avoir un jeu de lentilles qui va focaliser la lumière sur un plan optique. Et la différence fondamentale, c'est plutôt que de mettre plein de tout petits capteurs, donc des millions, voire des milliards, pour mesurer tous les pixels, on va mettre à la place des micro-miroirs, des tout petits miroirs. Donc ces petits miroirs, ils n'enregistrent rien, ils font juste refléter ou pas la lumière. Donc quand j'ai mis un petit micro-miroir blanc, c'est qu'il reflète l'intégralité de la lumière. Quand il est noir, c'est au contraire qu'il absorbe tout. Mais il n'enregistre rien. Alors ces technologies de micro-miroirs, en fait, elles existent déjà. C'est des technologies en fait, qui sont même au cœur, par exemple, des dispositifs pour projeter à l'écran ici. Donc Texas Instruments, par exemple, commercialise. C'est plus ancien que l'échantillonnage compressé. Donc c'est des choses qui arrivent. On arrive à faire des tout petits micro-miroirs que l'on peut contrôler. Donc on peut décider d'en mettre certains réflectifs et d'autres pas, et puis on peut les reconfigurer comme on veut. D'accord ? Et donc ces micro-miroirs, ils vont tous refléter la lumière ou pas. Voilà, ils n'enregistrent rien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une deuxième lentille ici, qui va focaliser toute la lumière en un seul point. Donc qui va sommer l'intégralité de la lumière reflétée. Et bien sûr, en sortie, on va mettre notre capteur unique à cet endroit-là. Et on va récupérer ainsi une seule valeur. Bien entendu, si on prend une seule valeur, ça ne va pas marcher, on n'aura pas assez d'informations. Hein. Donc on va répéter ça plusieurs fois, peut-être plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de fois. Hein. Et ce que j'ai noté Y, c'est l'ensemble de ces 10 000 valeurs qui sont enregistrées. Donc là, c'est ça la technique d'échantillonnage compressé dans ce cas particulier. C'est cet ensemble de traitements qui va refléter la lumière, puis l'enregistrer. Et vous voyez que c'est complètement différent de ce qu'aurait fait un appareil photo à la Shannon, puisque l'appareil à photo à la Shannon, il aurait enregistré 1 million de valeurs, qui sont les 1 million de valeurs qui arrivent à chaque micro-miroir. Ici, au contraire, au lieu d'en enregistrer 1 million, on va en enregistrer, disons, 10 000, donc beaucoup moins. Et la façon dont les valeurs sont enregistrées, c'est plus du tout des valeurs ponctuelles. Parce qu'on sent bien, si on enregistre des valeurs ponctuelles, s'il y a un tout petit objet, il faudra beaucoup de valeurs ponctuelles. Donc si on veut faire que 10 000 mesures, on ne peut plus faire des valeurs ponctuelles. Donc l'idée qu'a développée Emmanuel Condès, c'est de faire des mesures complètement délocalisées, complètement non ponctuelles, puisque chacune des valeurs que l'on va enregistrer mesure quelque chose qui est une sommation de plein d'informations un peu partout. C'est comme si on cherchait une aiguille sur une botte de foin, donc un petit détail, par exemple la pupille de l'ENA. Pour pouvoir la retrouver, il faut vraiment pouvoir scanner tout d'un bloc. Et c'est ça qui est vraiment au cœur du compress sensing, c'est réaliser des nouveaux dispositifs d'acquisition. C'est vraiment des nouveaux types d'appareils photo. Alors à chaque fois qu'on va enregistrer une valeur, intégrer toutes ces lumières, on va changer les positions de nos micro-miroirs, parce que si on les gardait toujours sous la même configuration noir-blanc, on va en enregistrer 10 000 fois la même chose, ce serait complètement idiot. Et donc l'idée ici, c'est de reconfigurer de façon très rapide ce jeu de petits micro-miroirs, de façon à enregistrer 10 000 valeurs qui vont être des intégrations de l'ensemble de la scène avec des choix différents à chaque fois. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ces dispositifs modernes de micro-miroirs peuvent être reconfigurés de l'ordre de la microseconde. Donc on peut réaliser comme ça très rapidement des milliers d'intégrations contre des jeux de micro-miroirs choisis à notre guise. Et je reparlerai un petit peu après comment on les choisit, mais ça c'est 2 exemples de jeux, et on répète ça de l'ordre de 10 000 fois pour avoir cet ensemble de l'ordre de 10 000 valeurs qu'on va garder. Et donc l'échantillonnage compressé, c'est vraiment cette espèce de chose un peu magique. On passe directement d'une scène observée à un ensemble compressé de 10 000 valeurs, comme l'aurait fait JPEG, qu'on va pouvoir ensuite stocker sur notre disque dur, puis envoyer sur le réseau. Alors il y a quelque chose qui va être intéressant, et qui est important ici. Comment est-ce qu'on va choisir nos jeux de micro-miroirs? Je vais revenir là-dessus à travers la théorie qu'a élaborée Emmanuel Condès. C'est qu'on va être choisi en fait, aléatoirement. Alors pas tout à fait aléatoirement, mais je veux dire selon un générateur pseudo-aléatoire qui va imiter l'aléatoire. Mais vous voyez que ici, les pixels sont avec probabilité 1/2 allumé et 1/2 non allumé, donc réfléchissant ou pas. Et on va faire ça plusieurs fois. Et donc on voit finalement qu'il y a aussi quelque chose deux choses qui vont émerger, qui vont être intéressantes. La première chose, c'est que si on envoie sur le réseau, par exemple sur Internet, nos valeurs compressées,
elles sont automatiquement encryptées. Parce que si quelqu'un récupère le Y, quelqu'un de malicieux qui voudrait capturer vos images sur le réseau, s'il ne connaît pas les jeux de micro-miroirs qui ont été utilisés, bon, c'est impossible de penser qu'il puisse revenir en arrière. Donc c'est un schéma, comme il utilise de l'aléatoire pour calculer les valeurs, contrairement à quelque chose de Shannon qui aurait envoyé les valeurs les unes après les autres, on n'a aucun moyen de revenir en arrière si on ne connaît pas les micro-miroirs qui ont été utilisés. Donc bien entendu, ça veut dire qu'au préalable, moi et la personne qui va recevoir mon information, on s'est mis d'accord sur les jeux de micro-miroirs qu'on allait utiliser. Hein, mais ça c'est facile, puisque tout est pseudo-aléatoire. Mais par contre, quelqu'un qui voudrait intercepter n'arrivera pas à décoder. Et un autre point qui est intéressant, qui rejoint un peu l'exposé précédent, c'est que c'est un schéma qui est un schéma de codage en quelque sorte démocratique. C'est-à-dire que chacune de ces valeurs que j'ai enregistrées, comme elles ont toutes des jeux de micro-miroirs qui sont un peu équivalents, ce n'est pas les mêmes, mais ils sont générés aléatoires, chacune de ces valeurs que j'ai enregistrées, elle envoie la même quantité d'informations. Donc ça rejoint aussi une des questions qui avait été posée, est-ce qu'on peut utiliser des codes qui ne sont pas les mêmes si au début il y a plus d'informations, par exemple si on code avec JPEG, souvent le début du fichier il est beaucoup plus important que la fin, donc peut-être que c'est important de le protéger plus. Ici il n'y en a même pas besoin, c'est complètement démocratique. En particulier, si vous envoyez 10 000 de ces valeurs compress sensing sur le réseau et que vous en perdez peut-être 100, peut-être 500, peut-être même 1000, au final, ce n'est pas très grave, il vous en reste 9000. Et comme elles sont toutes démocratiques, finalement, vous allez faire quelques erreurs, mais elles ne seront pas trop graves. Contrairement à si vous envoyez directement vos pixels, si vous perdez, je sais pas, le début, ça veut dire que vous perdez le haut du fichier. Si vous envoyez sur JPEG et que vous perdez le début du fichier, ça va faire n'importe quoi. Et souvent, on le voit quand on stream des vidéos sur Internet, des fois, ça fait un peu tout d'un coup n'importe quoi. Pendant 5 secondes, après ça se resynchronise. Ça peut être parce qu'il y a des paquets qui ont été perdus. Avec le compress sensing, on n'aurait pas ça, parce que c'est vraiment un codage démocratique. Hein. Donc on a automatiquement, grâce à ces projections délocalisées, le caractère démocratique et le caractère automatiquement crypté, ce qui est gratuit, qui est intéressant. Voilà. Et donc après, ce que je vais aussi vous détailler, c'est qu'une fois qu'on a reçu ce Y, cette information compressée, il faut la décompresser pour l'afficher sur l'ordinateur. Donc je ne vais pas détailler énormément comment on fait, je vous donnerai quelques pistes, mais il y a des méthodes pour les décompresser. Et ça redonne ce genre de choses. Donc ça, c'est si on ne compresse rien du tout. Ça, c'est ce qu'aurait obtenu un appareil photo classique. C'est ce que voient les micro-miroirs directement. C'est quand on utilise autant de mesures que de pixels. Donc P, c'est le nombre de mesures, de l'ordre de 10 000. N, c'est le nombre de pixels. Et on voit que si on fait de plus en plus de compress sensing, qu'on enregistre de moins en moins d'informations, par un facteur 6, voire un facteur 40, on a une perte, bien sûr, en qualité visuelle. Tout comme si on avait fait du JPEG, on aurait eu aussi une perte, comme vous l'a montré Jalal. Quand on compresse plus, on a des images qui sont un peu moins belles. Mais ça reste quand même acceptable, même en compressant d'un facteur 40, on arrive à retrouver de façon assez claire la forme de l'image. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer, n'hésitez pas à m'interrompre si ce n'est pas très clair, si je vais un peu trop vite. J'essaie de donner un peu les idées importantes. Maintenant, je vais essayer de mettre un peu de maths, donc ça va être un peu plus compliqué que les exposés précédents. Donc mettre ça en équation. Donc l'idée, c'est qu'on part d'une scène observée, et après, la scène va être réfléchie par les micro-miroirs. Donc j'ai noté petit x, ça va être mon inconnu, en maths on note souvent x, les inconnus, les valeurs que voient les micro-miroirs. Et finalement, c'est ces petits x que j'ai envie d'afficher à l'écran. Donc xj, ici, c'est la valeur de l'image au pixel numéro j, par exemple, ce pixel-là. Donc c'est un certain nombre que j'ai envie de retrouver. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le compress sensing? Lui, il n'enregistre pas ces valeurs-là, il ne veut pas les enregistrer, il y en a énormément, il y en a des milliards. Donc qu'est-ce qu'il fait au contraire? Il fait une réflexion et une concentration de la lumière, et il obtient une seule valeur, que je note y. Hein. Et pour décrire mathématiquement ce qui se passe, je vais introduire une variable que j'ai notée AIJ. Donc on répète 10 000 fois, grand P égale 10 000 fois cet enregistrement. Hein. Et on a grand N est très très grand, de l'ordre du million, du milliard pixels. Et AIJ, ça vaut 1 si le micro-miroir était réflexif, donc actif, pour l'acquisition numéro I et le pixel numéro J, et 0 sinon. Donc AIJ, c'est une manière mathématique de représenter toutes les configurations de tous mes micro-miroirs. C'est que des 0 ou des 1. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, la théorie du compress sensing, la méthode de compress sensing développée par Candace et ses collaborateurs, utilise des variables ici qui sont bernoullies, qui sont aléatoires, avec une probabilité 1,5 pour être à 1 ou 1,5 à être à 0. D'accord? Donc c'est automatiquement démocratique et encrypté. Et donc comment est-ce qu'on va écrire la réflexion? La réflexion, c'est très simple. Ça consiste juste à multiplier la valeur du pixel, donc le x1, x2 jusqu'à xn, c'est la valeur du pixel, par 0 ou 1, selon qu'on absorbe ou qu'on reflète l'information. Donc la multiplication A11 fois x1, c'est juste dire la valeur du pixel x1, elle était soit réfléchie, soit absorbée à l'enregistrement numéro 1. Et le fait de sommer toute la lumière, ça va juste sommer l'ensemble de ces valeurs.
Donc on voit que la relation qui relie x, notre inconnu, à notre observation y, ce sont ce qu'on appelle des équations linéaires. On a p équations linéaires à n inconnus. Et ça, c'est ce que réalise, donc c'est une description mathématique de ce que réalise mon appareil photo compressed sensing. Vous voyez, c'est très très simple. Pour ceux qui aiment un peu plus les maths et qui on voit ça quand on arrive à l'université, on peut aussi décrire ça avec des matrices. Donc en fait, grand A, ça peut être vu comme une matrice, et ça correspond à la multiplication de l'image vue comme un vecteur par une matrice. C'est juste une façon plus compacte d'écrire ces équations. On les écrit y égale grand A fois x. Okay. Et donc finalement, le problème de reconstruire, quand j'envoie à quelqu'un sur le réseau mes informations compressed sensing, ça correspond à résoudre l'équation y égale à x. Étant donné un y, quel est le x que quand je le multiplie par grand A, j'obtiens la valeur y. Quel est le problème? Si vous regardez, le problème, c'est que vous avez beaucoup plus d'inconnus que d'équations, puisqu'il y a de l'ordre de 1 million de pixels, ou 1 milliard, énormément, d'inconnus, alors qu'on a très peu d'équations, de l'ordre de 10 000. Donc quand on n'a pas assez d'équations, quand on a plus d'inconnus que d'équations, c'est un problème qui n'est pas solvable. Il a énormément de solutions. Il y a énormément d'images, puisque j'enregistre peu de valeurs, qui ont les mêmes valeurs de compressed sensing. Donc la théorie de Candes a été de dire comment, en quelque sorte, rendre l'impossible possible. Comment réussir à résoudre quand même cette équation y égale à x. Donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Et là, on va utiliser les idées que vous ont expliquées Jalal. On va dire que les images qu'on va enregistrer, elles ne sont pas n'importe lesquelles. Donc peut-être que résoudre y égale à x, donc trouver l'image, si l'image était n'importe laquelle, était complètement aléatoire, ce serait impossible à résoudre. Mais dans notre cas, notre image, elle n'est pas n'importe laquelle. Donc peut-être qu'en fait, on peut quand même la trouver en utilisant une information supplémentaire. Et là, on va réutiliser l'idée de Shannon d'une autre façon, en quelque sorte. On va se dire, les images qui nous intéressent, elles ne sont pas du tout aléatoires. En fait, elles sont très compressibles. D'accord ? Prenez cette image-là et compressez-la avec JPEG par un facteur 40. Déjà pas mal. Finalement, vous observez une image qui est quasiment indistinguable. Hein ? Regardez, prenez une image BNP bitmap non compressée, sous Windows ou sous Macintosh, vous pouvez la re-sauvegarder au format JPEG. Vous pouvez normalement régler le taux de compression. Vous verrez que vous ne voyez quasiment pas la différence. Et donc on va utiliser cette information-là, et c'est ce qu'a proposé Emmanuel Candes, de dire, finalement, parmi l'ensemble des images compatibles, donc l'ensemble des X qui vérifient AX égale à Y, on va trouver une image que j'ai notée X compressed sensing. X, c'est indice CS, c'est l'image reconstruite par compressed sensing, qui est la meilleure possible, qui a le plus grand taux de compressibilité. Parce que l'image qu'on s'attend à retrouver, elle est normalement très compressible. Et je ne vais pas rentrer sur l'explication mathématique de qu'est-ce que c'est que compressibilité de X. C'est un score. Si vous avez une image, vous pouvez dire est-ce qu'elle est compressible ou pas. Intuitivement, on ne sait pas exactement la définition, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est une image pour laquelle la compression JPEG marche bien. Voilà. Et on peut rendre ça en équation et décrire mathématiquement la chose. Et ça, c'est ce qu'on appelle un problème d'optimisation. Voilà, c'est-à-dire que parmi l'ensemble des possibles, vous trouvez la meilleure en optimisant un certain critère. Il y a énormément de mathématiques assez récentes qui ont été développées pour résoudre efficacement ces problèmes d'optimisation. C'est-à-dire qu'il y a des algorithmes qui sont relativement rapides, qui permettent, étant donné certaines mesures Y de compressed sensing, de trouver la meilleure image candidate possible, celle qui est la plus compressible possible. Donc je vais rentrer dans le détail, c'est un sujet de recherche actuel. Même cette année, il y a énormément de papiers, de méthodes nouvelles qui marchent de mieux en mieux pour résoudre ce problème-là. Donc si je résume, et je vais pouvoir énoncer le théorème de Candes, on a finalement deux façons. On a la façon classique JPEG, ça correspond au vert ici. À partir de 1 million de pixels, on va enregistrer grand M coefficient. On va réduire dans notre disque dur avec un format JPEG très compressé. Donc à partir de grand N, on avait une deuxième variable qui était grand M. C'est le nombre, la taille du fichier, on va dire JPEG. Et on a la deuxième technique alternative, compressed sensing, qui fait tout en même temps, qui à partir de notre image continue, nous donne grand P mesure. Donc finalement, les trois lettres importantes, c'est grand N, grand M et grand P. Voilà. Et grand N est très grand, et grand M et grand P sont des petits nombres qui représentent la taille des fichiers. Et le théorème de Candes, qui est assez joli, il va vous dire que grâce à cette méthode de compressed sensing, en fait, on arrive à retrouver une image compressed sensing qui a grosso modo la même qualité que l'image JPEG. Donc ça, c'est une erreur. C'est l'erreur, c'est la différence entre l'image d'origine et l'image compressed sensing. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une norme, ça mesure combien elles sont différentes. Ici, c'est la même chose, mais avec l'image JPEG. Comme il y a un inférieur, ça va vous dire que la méthode compressed sensing marche au moins aussi bien que la méthode JPEG. Donc là, on est content. Mais ce qui est important, c'est bien sûr de relier grand P à grand M.
hein. Combien est-ce que le nombre de mesures, la taille du fichier compress sensing, est-ce qu'elle est plus grande ou plus petite que la taille JPEG? Donc bien sûr, elle va être plus grande, hein. C'est pas possible en essayant de faire un truc plus compliqué de réussir à faire mieux, on ne peut pas faire mieux que JPEG, mais tout l'intérêt de la théorie d'Emmanuel Candes et de ses collaborateurs, donc Justine Romberg, Terence Tao, également David Denot, c'est de dire que grosso modo, grand P est du même ordre que grand M. Ils sont grosso modo du même ordre. Alors, le surcoût que vous avez à payer, la sous-efficacité de la méthode compress sensing, forcément il y a un coût, elle est exactement égale à une certaine constante grand C fois quelque chose qui est petit, qui est le logarithme du taux de compression. Alors, le logarithme, vous avez vu ça déjà dans les exposés précédents, c'est quelque chose qui est généralement tout petit, qui est bien plus petit que le nombre. Donc, ce coût de sous-efficacité, en pratique, si on teste le compress sensing, alors, selon qu'on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide, il est de l'ordre entre 5 et 10 pour des taux de compression classiques. Ça veut dire que, grosso modo, si vous voulez avoir la même qualité qu'en JPEG, mais bien sûr bénéficier de tous les avantages du compress sensing, vous avez un surcoût en termes de taille de fichier de l'ordre d'un facteur entre 5 et 10. Alors, c'est beaucoup. Ça fait que pour certains cas, malheureusement, on n'a pas envie de l'utiliser. Donc pour, par exemple, la compression sur le web, souvent payer un facteur 5 ou 10, c'est peu acceptable. Mais par contre, pour tout ce qui est imagerie médicale, aussi si on a des images qui vont dans l'infrarouge ou qui sont dans des longueurs d'onde très extrêmes, où ça coûte extrêmement cher, là, ça devient très intéressant. Donc c'est pas pour tout le monde ne va pas vouloir utiliser cette technologie à cause du surcoût, bien sûr, mais il y a certains marchés industriels où on peut bénéficier comme ça de quelque chose qui va automatiquement faire la compression, l'échantillonnage et la compression en même temps. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez intéressant, et c'est vraiment un théorème mathématique, donc montré par des mathématiciens, qui finalement va donner naissance, tout comme la théorie de Shannon, à des choses qui vont diffuser dans l'industrie et progressivement donner naissance à des produits qu'on va pouvoir utiliser. Et je vais terminer cet exposé en vous disant que c'est aussi relié à plein d'autres choses, peut-être un peu plus concrètes que ce dispositif de single pixel caméra qui, bon, comme je vous l'ai dit, ne va pas remplacer demain l'appareil photo. Mais il y a déjà des choses très voisines qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Par exemple, ça peut être si on veut corriger des pixels manquants. Donc ça rejoint aussi une des questions qui a été posée tout à l'heure à Christophe. Est-ce qu'après coup, on a des erreurs, le code correcteur d'erreur n'a pas réussi à les corriger, est-ce qu'on peut quand même les corriger après coup? Voilà. Alors ça, en fait, on peut le faire avec une méthode exactement similaire. Simplement, au lieu que votre matrice A, eh bien, ce soit quelque chose de compress sensing, ici, c'est une matrice qui va juste valoir des 0 et des 1 quand vous mettez un pixel noir qui manque. Voilà. Vous pouvez aussi décrire le passage d'une image où il n'y a aucune erreur à une image avec des erreurs par une multiplication matricielle. Un autre cas de figure, c'est quand vous avez un flou, que vous prenez en photo quelqu'un qui bouge ou que vous n'avez pas bien fait le focus. Le flou, on peut aussi le montrer mathématiquement. Le passage d'une image nette à une image floue, ça peut se faire à travers des équations linéaires, par un opérateur linéaire. Une autre chose aussi qui est très importante, c'est tout ce qui est imagerie médicale. En imagerie médicale, on va rarement ouvrir la tête, ouvrir le cerveau et prendre directement une photo. Toutes les mesures en imagerie médicale, absolument toutes, sont indirectes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas directement avoir accès à l'information, mais on va pouvoir quand même décrire tout ça avec aussi des équations linéaires. C'est le cas par exemple pour l'imagerie par résonance magnétique, qui est assez récente et qui est un type d'imagerie révolutionnaire. Et c'est aussi le cas pour tout ce qui est imagerie MEG et EEG. Donc c'est de l'imagerie, on va poser un casque sur la personne, on ne va pas directement accéder à ce qui se passe dans le cerveau, mais le passage de l'activité électrique du cerveau aux enregistrements du champ magnétique sur le bord du crâne, va aussi être décrit par des équations linéaires. On ne va pas directement mesurer, on va voir le passage de ce qui se passe à l'intérieur de la tête sur ce qui se passe à l'extérieur, ça va être décrit par des équations. Donc tous ces problèmes-là, et bien plus, en fait quasiment tous les problèmes d'imagerie, peuvent se décrire à travers une équation y égale à x, des équations linéaires, qui sont très difficiles à résoudre et qu'on va pouvoir bien résoudre en disant que ce soit cette image-là, cette image-là, cette image-là, ou l'activité à l'intérieur du cerveau sont également compressibles. Et avec le même type de technique, on va pouvoir obtenir, vous voyez, des images de très haute qualité. Voilà. Donc je vais terminer ici mon exposé, également faire un tout petit résumé de ce qu'on a vu. Tout d'abord, Claude Shannon, c'est un personnage extrêmement important, qui n'est pas forcément très connu du grand public. Il y a bien d'autres chercheurs que tout le monde connaît, on peut penser à Einstein, on peut penser à Descartes, qui ont également énormément d'impact. Claude Shannon est relativement peu connu, alors que son impact sur la société numérique actuelle est gigantesque. Donc bon, c'est un peu une façon de rappeler ça. Donc la théorie de Shannon, on peut grosso modo la découper en 3 parties, même si c'est bien plus compliqué que ça, à travers le théorème d'échantillonnage, les théorèmes de compression, les théorèmes de théorie des codes. C'est à la fois des théories, et c'est aussi des méthodes pratiques qui sont utilisées dans l'industrie. Et la dernière chose sur laquelle je voulais insister, c'est que c'est toujours très actif, beaucoup de chercheurs travaillent dessus, pour pouvoir aussi donner naissance à des nouvelles méthodes qui vont au-delà de la théorie de Shannon, qui permettent de résoudre des problèmes plus compliqués, des problèmes d'imagerie, des problèmes de super résolution. Et c'est des problèmes très difficiles, où il y a beaucoup de très belles mathématiques à faire.
tout n'a pas été fait, bien au contraire, et trouver des méthodes numériques efficaces qui marchent bien. Donc par exemple pour tous ces problèmes d'imagerie. Et sur ce, je vous remercie de votre attention. Y a-t-il des questions ? Oui. Alors, je comprends plus parce que on nous dit toujours de faire des choses bien propres et bien trucs, et là on nous dit de faire un tirage aléatoire d'un code. Alors du coup, en plus ce code, la matrice qui est tirée au hasard, elle est tirée au hasard par un ordinateur. Du coup, c'est jamais vraiment au hasard. Oui. Donc jusqu'à quel point on peut genre tricher, prendre par exemple des trucs qu'on connaît? Donc c'est une très bonne question, une question très difficile. Alors en pratique, on observe que même quand on fait de l'aléatoire approché, il existe même des constructions non aléatoires, ça marche très bien. Mais à l'heure actuelle, il n'y a aucune preuve théorique qu'en faisant quelque chose de non aléatoire, on peut y arriver. En fait, la question de la dérandomisation, donc comment rendre le compress sensing non aléatoire, c'est un problème ouvert extrêmement difficile, qui est au moins aussi difficile que le problème dont on a parlé tout à l'heure, Christophe, de la dérandomisation des codes correcteurs. Comment faire parce que finalement, c'est très proche de la théorie des codes correcteurs. En fait, Candes a fait des papiers qui relie ça à la théorie des codes. C'est un problème extrêmement dur. Des médailles Fields comme Terence Tao ne savent pas la résoudre. Ils disent que c'est un problème. Voilà. Donc il y a des très belles maths encore à faire pour comprendre comment est-ce qu'on fait pour avoir des choses non aléatoires. En particulier, une matrice aléatoire, c'est très gros, c'est très lourd à utiliser. En pratique, on a envie d'utiliser des choses un peu différentes, et c'est dur. Et j'ai pas mentionné ça, mais tous ces problèmes-là, ici, ne sont pas du tout aléatoires. Le scanner, il réalise quelque chose qui n'est pas aléatoire. Ici, le casque, il fait des mesures qui ne sont pas du tout aléatoires. Pourtant, ça marche bien. Et personne à l'heure actuelle n'est capable d'expliquer avec des théorèmes pourquoi ça marche bien. C'est-à-dire qu'on observe en pratique que les méthodes qu'on développe avec cette idée de compressibilité sont révolutionnaires, donnent accès à des résolutions bien meilleures que ce qu'on pourrait faire avec des méthodes plus naïves. Il n'y a aucune théorie à l'heure actuelle. Et c'est passionnant. Mais malheureusement, il n'y en a pas de réponse. Donc en pratique, on y arrive, il y a des astuces, mais elles ne sont pas justifiées théoriquement. Et j'espère que dans la salle, il y aura des futurs matheux qui quelque part se diront voilà, c'est moi qui vais trouver la solution. Je vais m'attaquer à ça, je vais faire une thèse, je vais aller dans l'industrie, je vais essayer d'aller plus loin. Des candidats pour la future médaille Fields? Est-ce que vous avez des questions? D'autres questions? Alors juste pour dire que Terence Tao, qui est un des co-créateurs du compress sensing, a eu la médaille Fields. Donc il n'a pas eu la médaille Fields pour le compress sensing, mais il y a eu une médaille Fields qui a travaillé sur le compress sensing. Emmanuel Candes a eu le Waterman Award, qui est l'équivalent de la médaille d'or CNRS, donc la plus haute distinction scientifique aux États-Unis. C'était la première fois depuis plus de 20 ans que ça avait été décerné à un matheux. C'est un Français. Et il a eu l'équivalent de la médaille d'or, donc la plus haute distinction pour le compress sensing aux États-Unis. Ça vaut le coup de travailler dans ce sujet. Oui, c'est un très beau sujet. Si vous n'avez plus de questions, je crois qu'on va remercier l'ensemble des conférenciers. Et merci à tous d'être venus.